Bonjour, bienvenue, c'est une rencontre pour papoter. On est ici dans les locaux de France Télévisions à Toulouse et on va passer un moment ensemble avec nos invités à l'occasion du mois du handicap sur France TV. On va échanger sur le handicap visuel, comment vivre dans notre société très connectée quand on est malvoyant ou non-voyant. Je vais vous présenter nos invités. Bonjour Blandine Gallo. Vous êtes présidente du CETEB, c'est le Centre de transcription et d'édition en braille, cette écriture tactile qui permet aux personnes malvoyantes ou non-voyantes de lire. Vous êtes vous-même non-voyante d'ailleurs. Bonjour, Bonjour, mais merci oui. d'être avec nous. Et à ma droite, on a Arnaud Ajax. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud à toutes et à Ajax, tous. Arnaud Ajax, ex-joueur de Cécifoot au Toulouse Football Club en équipe de France. Vous êtes non-voyant aussi, vous pratiquez le Céci Rugby actuellement et vous êtes conseiller clientèle à la ville. C'est tout à fait ça. C'est ça, merci beaucoup aussi Arnaud d'être là. Vous êtes ici alors grâce à l'association Rétina France qui aide à financer la recherche sur les maladies visuelles, qui sensibilise, fait de la prévention auprès du grand public sur ces enjeux. Alors aujourd'hui on est là pour parler technologie, société connectée, dans le monde dans lequel on vit. On a tous ça dans notre poche, aujourd'hui un smartphone, un téléphone. Vous-même, vous en avez un ou pas? Comment est-ce qu'on fait pour s'en servir quand on est, comme vous, non-voyant? Blandine, par exemple, vous avez un téléphone? Oui, j'ai un téléphone. Alors, sans vouloir faire de publicité, j'utilise un iPhone. L'iPhone, c'est un téléphone classique dans lequel, de série, il y a une application qui s'appelle VoiceOver et qui permet de faire lire l'écran et puis de dicter un mail ou un SMS comme n'importe qui. Voilà, la petite difficulté, c'est par exemple l'accès à Internet, mais ça c'est une difficulté générale pour toutes les personnes aveugles ou malvoyantes. Voilà. Arnaud aussi, sur le même modèle de téléphone? Tout à fait, j'ai un iPhone avec VoiceOver. J'utilise aussi Siri des fois pour dicter des messages ou pour demander une adresse, pour utiliser le GPS. Est-ce que vous voulez entendre un peu la voix et comment ça se... Complètement, avec plaisir, la douce voix de VoiceOver. On va baisser un peu la vitesse parce que nous on a l'habitude, ça va un peu vite. Ah oui, ça parle très très vite là. Oui. 50% ici, téléphone, WhatsApp, Messenger, il y a une heure, centre de notification effacé. Donc là, en fait, il dicte toutes les notifications, tous les messages. C'est tout à fait ça, il lit tout ce qu'il y a sur l'écran. Est-ce qu'il y a des applications spécifiques dédiées aux personnes non-voyantes que vous utilisez par exemple? Il y a certains GPS qui peuvent être spécialement pour les déficients visuels qui montrent un peu plus où il y a des boulangeries par exemple, où il y a des choses importantes, des différents magasins. Ensuite, il y a des applications qu'on peut connecter avec sa canne, comme le Rango qui permet de repérer les obstacles par exemple à distance. C'est la canne connectée qui est juste à votre droite là? Ouais, avec le boîtier qui permet du coup de repérer les obstacles un peu à distance. En mettant un casque sur les oreilles et avec des bips à droite ou à gauche, on sait où est l'obstacle pour pouvoir l'éviter plus facilement. Et c'est relié au téléphone? C'est ça, tout à fait. L'application est sur le téléphone. Ça, c'est assez récent comme dispositif? Ça a quelques années, ça a 4-5 ans, à peu près. C'est une société qui est sur Lyon. Et alors, est-ce que c'est assez performant au quotidien? Oui, tout à fait. Ça permet de ne pas trop rencontrer d'obstacles en l'air, tout ce qui est arbre ou panneau. Ça permet de pouvoir éviter les obstacles plus rapidement que si on se déplace avec la canne classique. Blandine, après, il ne faut pas marcher non plus trop vite par contre. Ouais. Blandine, vous avez ce type de canne aussi? Alors, moi, je n'ai pas ce type de canne, mais par contre, pour ce qui est des applications utilisables par des personnes aveugles et bien utiles aujourd'hui, c'est tout ce qui fait appel un petit peu à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai par exemple une application qui s'appelle Be My Eye. Et donc, c'est une application qui permet de prendre une photo. Et puis, la photo, après, est décrite par une intelligence artificielle. Et ensuite, si on a besoin de plus de renseignements, on peut appeler un bénévole qui peut se mettre en vidéo avec vous et puis vous dire, voilà, j'ai perdu je ne sais quel objet dans ma pièce. Et puis, la photo n'a pas suffi à retrouver l'objet. Eh bien, la personne va vous expliquer, et va se promener, on va se promener dans la pièce et puis retrouver l'objet. Ou alors, simplement lire un document avec une autre application qui s'appelle Seeing Eye. Et donc, vous pouvez positionner le document sous la caméra du téléphone et votre téléphone vous lit en français
ou en anglais, ou n'importe quelle langue, le document que vous avez positionné. Voilà. Vous évoquez justement, Blandine, l'intelligence artificielle. C'est un peu la révolution de cette décennie, finalement, au niveau technologique. Pour vous, personnes non-voyantes ou pour des malvoyants, c'est une aubaine un peu, cette IA? Dans ce domaine, pour moi, c'est une aubaine. Après, bon, je sais qu'il y a beaucoup de controverses aujourd'hui, mais pour des personnes aveugles comme nous, c'est une chance, c'est merveilleux, quoi. Merveilleux d'avoir quelqu'un qui peut, une voix qui vous décrit votre environnement. Arnaud parlait du GPS, mais ça peut être aussi une aide. Votre GPS, il vous positionne devant la boulangerie, vous allez faire une photo et être sûr que c'est bien la boulangerie. Et ça, le logiciel va vous le dire sans faire appel à un tiers. Donc voilà. Et puis ensuite, pour tout ce qui est, puisque moi je suis spécialiste de la transcription braille, on n'utilise pas encore au CETEB l'IA à proprement parler, mais à terme, pouvoir lire des documents, les corriger très vite, sans faire appel à des bénévoles, etc., ça peut être aussi une révolution pour nous. Arnaud, de votre côté, vous utilisez l'IA aussi? Tout à fait. On peut considérer Siri plus ou moins comme une IA du coup. C'est pas la plus développée, mais ça en fait partie. Ouais. Ça permet, oui, de pouvoir aller plus vite pour dicter, pour faire des recherches sur Internet. Blandine l'évoquait, il y a beaucoup de controverses autour de l'intelligence artificielle. Par exemple, pour les personnes voyantes, souvent on arrive à voir quand une vidéo est générée par IA, c'est de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux, mais on y arrive quand même visuellement. Quand on est une personne non-voyante comme vous, est-ce qu'on peut se faire piéger par des chansons générées par IA ou d'autres contenus? On peut se faire piéger, alors pas par la photo, parce que si on ne la voit pas, on ne va pas être capable de dire elle est truquée, pas truquée. Par la voix, je veux dire, aujourd'hui on reçoit des appels, vous comme moi, on n'est pas tout à fait sûr en fonction de la réponse que vous donnez, si c'est une vraie personne au bout du fil. Si c'est une vraie personne, la communication est coupée de suite, etc. Voilà, on peut se faire piéger, faut être attentif. Mais ça peut quand même s'entendre au ton de la voix quand même. On sent si c'est une voix artificielle ou pas. Ça reste discernable. Ça reste discernable, ouais. Oui. C'est peut-être de plus en plus dur. Pour l'instant. Oui. Oui, je comprends. Pour revenir sur le téléphone, les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes dessus? Est-ce que vous les utilisez? Quel rapport vous avez à ça, Arnaud, par exemple? Moi, j'utilise surtout Facebook, du coup, pour soit publier... Comment on utilise Facebook quand on est non-voyant? Avec son téléphone, toujours. C'est toujours à la base du téléphone, avec la synthèse vocale, du coup. Et on navigue dessus comme une personne non-voyante. Et donc la synthèse vocale décrit les différents posts C'est ça, oui, on nous lit. C'est souvent du texte. Oui. Après, maintenant, oui, ça commence à décrire les images, donc c'est intéressant. Ah, ça commence à peine, ce n'était pas encore le cas jusqu'à récemment. On dirait il y a 2-3 ans, on va dire. Et pas forcément toutes les images non plus. Blandine, vous, est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous êtes sur les réseaux comme ça ou pas? Non, je ne suis pas sur les réseaux. J'utilise beaucoup le téléphone, beaucoup la plage braille, c'est-à-dire la tablette, hein, un style de tablette, mais avec un afficheur braille. Mais j'utilise beaucoup l'ordinateur aussi, quotidiennement, pour plein de tâches, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Puisqu'on parle du numérique, pardon, je vous coupe, puisqu'on parle du numérique, vous êtes au CETEB, donc le Centre de transcription et d'édition en braille. Vous en êtes la présidente, il est basé à Toulouse. Donc vous transcrivez des documents, des relevés bancaires, des journaux, des livres, hein, c'est ça? Je me trompe pas. Et le braille, par définition, c'est du support physique, c'est alors beaucoup de papier. Et là, depuis tout à l'heure, on parle de nouvelles technologies. Le papier tend à disparaître. Vous, est-ce que vous pensez que le braille, il est menacé un petit peu ou pas? Alors, le braille en lui-même n'est pas menacé parce qu'une personne qui est aveugle, je veux dire, elle n'a pas le choix. Si elle veut étudier, si elle veut avoir une vie professionnelle, elle sera amenée à lire le braille parce qu'on ne peut pas faire une scolarité uniquement avec de l'audio ou un zoom qui fatigue, etc. Par contre, aujourd'hui, il faut faire la distinction. Il y a plusieurs types de braille. Il y a le braille papier que je défends avec l'association, parce qu'aujourd'hui nous sommes la dernière imprimerie en France à produire des romans sur papier
en braille, mais le braille numérique, c'est un outil très très important dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire qu'avec une plage tactile, avec un afficheur braille, eh bien, on peut utiliser un ordinateur, on peut donc utiliser tout ce qui est bureautique, et on peut également aller sur Internet, faire des recherches, comme le disait Arnaud. Bon, lui, il travaille sur les réseaux, moi, je ne suis pas sur les réseaux, mais il y a moyen d'utiliser l'ordinateur avec une plage tactile et un pilote vocal en complément. Donc le braille s'adapte à son époque. Le braille s'adapte. D'ailleurs, alors, j'ai Après participé... 200 ans d'existence, pardon, je vous coupe, c'est ça? Oui, non, vous ne me coupez pas. On a fêté les 200 ans... Enfin, on fête les 200 ans du braille et il y a 15 jours, on avait une journée à la Bibliothèque nationale de France et le slogan, c'était le braille, une révolution en marche. Ça dit bien ce que ça veut dire. Donc le braille papier, oui, ça a été inventé il y a 200 ans par Louis Braille, mais aujourd'hui, on a besoin du papier et du numérique. Arnaud, par exemple, vous lisez le braille aussi? Tout à fait. Comme Blandine, moi, sur l'ordinateur, j'ai le logiciel vocal qui s'appelle JAWS et j'ai une plage braille à côté où je lis ce qui s'affiche à l'écran. Ça permet de naviguer sur Internet, d'écrire du texte, de pouvoir le lire, d'aller sur des tableurs Excel. Donc ça a encore une utilité aujourd'hui, malgré ce qu'on expliquait, le voice-over, l'intelligence artificielle. Le braille, ça a encore une utilité parce que alors j'ai trouvé cette statistique, 12% des non-voyants en France seulement lisent le braille aujourd'hui. Ça fait 7 à 8 000 personnes. Donc il y a une grande majorité quand même qui n'est pas forcément familiarisée avec le braille. Le braille, c'est surtout c'est un complément de la synthèse vocale. Le mieux, c'est d'avoir les deux pour que ça se couple. Après, il y en a qui aiment avoir que la synthèse vocale sans le braille, mais c'est quand même mieux d'avoir les deux, c'est plus facile. On passe à côté de quelque chose, Blandine, quand on ne sait pas lire le braille? Pour compléter ces chiffres que vous donnez, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui perdent la vue tardivement. Donc, dans ces 12%, si on tient compte de personnes qui perdent la vue après 70 ans, pour elles, c'est une vraie souffrance d'ailleurs de ne plus pouvoir lire, mais ce sera pratiquement impossible d'apprendre le braille. C'est très difficile quand on est assez âgé? Alors, ce qui est difficile dans la lecture braille, c'est la lecture tactile. Donc, un enfant ou un jeune, enfin une personne qui a besoin d'utiliser le braille pour ses apprentissages, pour sa vie professionnelle, elle pourra faire l'effort. Une personne qui n'a jamais utilisé le braille, et ni le toucher, je dirais, parce que avec le braille, on développe énormément le toucher. Donc une personne de 70 ou 75 ans, quel va être l'intérêt? Il vaut mieux utiliser d'autres techniques. Donc moi, je défends le braille 100%, mais je reconnais que les chiffres, c'est pas évident de donner des chiffres. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de votre travail au CETEB, en quoi ça consiste exactement? Quel rôle vous avez au CETEB? Alors, moi, je suis présidente, je suis bénévole, mais il y a toute une équipe au CETEB de 12 personnes, 12 salariés voyants, puisque faire de la transcription de documents en braille, ça suppose de pouvoir au moins au départ les lire. Et puis, donc notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a d'abord, on a ce qu'on appelle l'exception handicap, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser les fichiers des éditeurs qu'on demande sur la plateforme Platon. Et ensuite, on peut utiliser ces fichiers éditeurs, les adapter, c'est-à-dire qu'on a une personne qui va nettoyer les images, enlever les cadres, enfin nettoyer le texte pour qu'il soit le plus propre possible. Ensuite, on a des personnes qui vont utiliser un logiciel très spécifique qui permet la transcription en braille. Et donc, ça veut dire qu'un livre de 250 pages, on va le transformer en 5 volumes de 200 pages. Et oui, le braille prend plus de place que l'alphabet classique. Voilà, finalement. c'est ça. Et puis ensuite, on va relire ce document et on a des grosses machines qui sont des embosseuses braille
qui permettent d'imprimer en points saillants les documents qui ont été préparés auparavant. Et ensuite, on les expédie par la poste. Et alors, à Toulouse, c'est un peu une exception en France. C'est là qu'il y a le seul site où vous imprimez pas, vous embossez, c'est ça, les textes? Voilà, on dit embosser parce qu'on fait du relief, on fait des petits points sur du papier. Donc, on peut dire imprimer, mais le terme, en général, c'est embosser. Voilà. Et donc, on est la seule imprimerie actuellement à commercialiser des livres en braille. Et on s'est battu avec l'équipe, avec la directrice Adeline Coursan, et puis l'équipe des salariés, pour vendre nos livres en braille au prix libraire, au prix FNAC, enfin prix Qui soit accessible pour le grand nombre. accessible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un livre en braille, le prix Goncourt, qui est sorti il y a quelques semaines, on le vend aujourd'hui à 20 €, enfin s'il est à 20 € dans le commerce. Ok. Pour continuer d'évoquer votre quotidien de non-voyante, depuis tout à l'heure, on évoque la technologie, son évolution, en quoi ça peut vous aider, mais j'imagine que tout n'est pas parfait. Il y a toujours des difficultés, vous rencontrez toujours des difficultés au quotidien, que ce soit professionnellement ou à titre personnel. Arnaud, par exemple, tout ce qui est logiciel, ce genre de choses? Alors, il y a quelques logiciels métiers, par exemple sur la relation clientèle, qui ne sont pas forcément tous accessibles. Parce que vous êtes conseiller clientèle, c'est ça? C'est ça, de formation. Et du coup, oui, malheureusement, avec le logiciel vocal et la plage braille, ils ne sont pas forcément tous accessibles. Donc c'est parfois difficile d'être autonome au travail? C'est ça, où il y a des logiciels où on ne peut pas malheureusement travailler dessus, où on est obligé de limiter les missions. Les missions de chacun sont forcément limitées pour une personne déficient visuel au niveau de l'emploi. Est-ce que ça tend à évoluer? Est-ce que dans votre carrière, vous avez vu les choses quand même malgré tout évoluer? Oui, il y en a quand même, c'est de plus en plus accessible. Les sites internet le sont de plus en plus, même s'il y a encore un peu de travail à faire. Le problème souvent, c'est quand il y a des images ou des photos, ou aussi beaucoup de publicité mélangée dans les textes. Ces fameux pop-up qui même nous voyants, nous polluent un peu le champ de vision. Vous aussi, ça vous embête alors? Ça nous, à l'oreille, ça fait sauter. On est dans un article par exemple, et puis on a plein de pubs, on est obligé de descendre pour avoir la suite de l'article, c'est un peu embêtant. Vous aussi, Blandine, vous êtes confrontée à ça? Oui, je suis confrontée à ça. Je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, alors tout évolue, hein, comme dit Arnaud, on voit les choses avancer dans le bon sens pour l'utilisation d'Internet. Mais par exemple, aujourd'hui, tous ces accès par double authentification, etc., alors ça devient phénoménal et presque insupportable pour des personnes aveugles. Il faut rentrer des codes, cliquer par exemple sur les petites lunettes de soleil ou sur le petit bidon d'essence, enfin vous voyez, les CAPTCHA et tout ça. Alors tout ça, ça demande... Parce que les choses évoluent dans le bon sens, mais elles évoluent aussi pour tout le monde. Donc on met des barrières supplémentaires et donc à nous encore avec nos logiciels, les avancées technologiques pour les personnes aveugles, eh bien, à nous d'avancer aussi pour faire tomber ces barrières d'utilisation d'Internet. C'est tellement performant. On continue avec vous, on va aborder le sujet des sports, puisque Arnaud, vous êtes ancien joueur de cécifoot avec l'équipe de France, notamment par exemple aux Jeux Olympiques en 2012. Le sport, finalement, le monde du sport est presque plus adapté au handicap que le reste de la société, non? Il y a beaucoup plus d'adaptation. Tout à fait, il y a différents sports pour déficients visuels qui sont possibles. Il y a le cécifoot du coup, où il y a une équipe de France, il y a une dizaine de clubs en France, il y a des compétitions internationales avec les championnats d'Europe, les Coupes du Monde et les Jeux paralympiques. On a été médaillé d'argent nous en 2012 à Londres, et là à Paris, l'équipe de France a été médaillée d'or. Après, il y a le CC Rugby qui est au tout début du développement. C'est ça, vous venez de lancer il y a quoi, il y a 2-3 ans, le CC 2-3 ans, Rugby. c'est ça, c'est vraiment tout neuf. C'est une pratique qui est inclusive où tout le monde peut jouer, que ce soit garçon, fille, sous masque pour que tout le monde soit à égalité, voyant et non-voyant. Et il y a le showdown aussi qui est un sport de raquette qui est un mélange de ping-pong et de air hockey sur une table en bois avec des raquettes et une balle sonore et un but de chaque côté. Mais c'est difficile de trouver des joueurs, des joueuses, par exemple au CC Rugby?
C'est assez compliqué parce que les déficients visuels ont souvent peur du contact. Que ce soit en rugby ou en foot, c'est pareil. Dès qu'il y a un peu de contact dans les sports, c'est assez compliqué de trouver du monde. Est-ce qu'il y a un effet Jeux paralympiques, comme il peut y avoir un effet Jeux olympiques pour les clubs? Au niveau foot, oui, il y a un club ou deux en plus au niveau du championnat cette année. Mais après les Jeux paralympiques, on pourrait espérer bien plus. On aimerait bien que ça se développe comme au Brésil ou en Argentine, par exemple, qui est une vingtaine de clubs, voire plus en France, qui fassent ce championnat, par exemple. C'est un niveau même professionnel au Brésil? Au Brésil, oui, c'est professionnel. Il y a une quarantaine de clubs. Ils sont payés pour faire ça. Et en Argentine, ils sont semi-professionnels. Vous, en France, en tant que joueur de Toulouse et de l'équipe de France, c'était pas le cas? Non, en France, pour l'instant, le handisport, c'est amateur. Il y a quelques athlètes qui sont payés pour ça. En athlétisme, je crois, un peu. Peut-être un peu en judo, mais tout ce qui est sport par équipe, pour l'instant, il n'y a que des primes selon les titres. Et aux Jeux paralympiques, il y a des médailles. Vous, Blandine, le sport, est-ce que ça vous intéresse un petit peu aussi? Ah oui, ça m'intéresse, mais à titre vraiment amateur. Bon, par exemple, je nage régulièrement. Alors, je ne pratique pas les sports collectifs comme Arnaud, mais les sports presque individuels. C'est-à-dire que bon, je nage régulièrement. J'ai fait partie d'un club handisport à une époque, mais j'ai jamais voulu participer aux compétitions. Et puis actuellement, je continue à nager et puis je pratique le tandem. Alors, c'est pas un sport d'équipe, le tandem, hein, mais quand même, c'est en binôme, donc avec un pilote voyant. Et donc, on pratique le vélo, soit en groupe ou alors à titre individuel avec un pilote. Moi, j'aime beaucoup les sports, j'aime beaucoup le plein air, donc voilà, c'est... Là aussi, ce sont des sports qui peuvent être adaptés justement aux déficients visuels. Voilà, bah, facilement adaptable. Après, bon, il faut des pilotes, par exemple, pour le tandem. Donc, ça veut dire qu'il faut des bonnes volontés pour accompagner les personnes malvoyantes ou aveugles. Bah, après, la natation, bah, une fois que j'ai ma ligne, je suis ma ligne et il n'y a pas de problème. Bon, bien sûr, ça demande un peu d'aide dans les vestiaires, etc. Et puis, personnellement, j'aime beaucoup vivre avec les autres. Donc, par exemple, je vais dans une salle de sport faire du stretching. Alors là, c'est en salle, hein, mais bon, c'est pas le même but. Et puis, donc, je suis au milieu d'une quinzaine de personnes, pas handicapées comme moi, mais chacun a son petit bobo. Hein, donc, mais disons, je me suis inscrite dans une salle classique et j'avoue que j'y trouve beaucoup de plaisir aussi, d'être au milieu des autres et de pratiquer mon stretching. La coach, elle fait un peu plus attention à moi qu'aux autres, mais finalement, ça se passe très bien. À la limite, Ouais. tout le monde me regarde. Et en parlant de prendre du plaisir, Arnaud, en tant qu'amateur de sport, est-ce que c'est difficile ou pas de réussir à suivre des matchs de foot, de rugby, que ce soit à la télé, dans le stade? Il y a de plus en plus de systèmes qui permettent aux non-voyants de suivre leurs équipes. Comment ça se développe? Tout à fait, c'est de plus en plus facile parce qu'il y a soit l'audio-description, il y a soit une entreprise toulousaine qui s'appelle Touch2i qui est en train de développer des tablettes qui est avec le terrain, où on voit le terrain. Vous avez pu les tester? Oui, et on sent la balle qui se déplace, donc c'est plutôt agréable. On le couple avec l'audio-description et on est comme quelqu'un qui y voit. Donc qu'on soit au stade ou devant sa télé, ça peut fonctionner? Non, la tablette c'est pour le stade pour l'instant surtout. Et devant sa télé, c'est plutôt? Devant sa télé, c'est l'audio-description du coup. Soit ça, soit nous, non-voyants, on préfère écouter à la radio qu'à la télé parce que les commentateurs sont mieux. Ils racontent plus le match que les à côté. Alors qu'à la télé, ils parlent plus de ce qu'il y a dans les tribunes, les anciens joueurs. L'audio-description, ça se développe beaucoup, hein, Blandine. Il y a beaucoup de programmes, par exemple sur France Télévisions, qui sont en audio-description. Vous les regardez? Oui, de plus en plus. Alors vous dites, je les regarde. Oui, voilà. finalement, c'est un peu ça. Voilà, c'est le mot qu'on emploie aussi. Donc c'est vrai que sur France Télévisions,
Alors, c'était déjà il y a quelques années qu'on en parle, mais avec le Covid, je pense que ça s'est vraiment développé. Et donc, il y a de plus en plus de films en audio-description, toutes les séries, enfin moi, par exemple, tous les polars, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que on a l'impression enfin, on participe. Je sais que la première fois que je me suis retrouvée assise sur mon tapis en train de suivre un film en audio-description, mon fils, qui avait peut-être 25 ans, qui est rentré dans la maison, il m'a pas reconnue, enfin, il m'a reconnue. Mais maman, ah non, non, maman est occupée, maman, enfin, c'est fabuleux, quoi. Bon, alors, on ne demande pas, tout à l'heure on parlait d'intelligence artificielle, on ne demande pas qu'on nous décrive les paysages. Ce qu'on veut, c'est participer à l'action, enfin, comprendre l'action, comprendre quels sont les personnages, parce que dans les films, il y a quand même beaucoup de mouvements. Donc, savoir qui est à l'écran, etc., qui parle. Voilà. Mais c'est très, très intéressant. Et d'ailleurs, ils ont mis en place un concours de l'audio-description, comme il peut y avoir Pour que ça se développe oui, encore, pour que encore ça se plus. développe, et puis pour que les personnes aveugles donnent leur avis. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Blandine Gallo, merci beaucoup Arnaud Ajax d'avoir passé ce moment avec moi pour cette rencontre pour papoter. Je rappelle, Blandine Gallo, que vous êtes présidente donc, du CETEB, le Centre de transcription et d'édition en braille, et Arnaud Ajax, vous êtes conseiller clientèle et également joueur de CECI Rugby. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, à bientôt. Merci beaucoup.